Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago, le podcast dédié à apporter des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Je suis Dana Hazard et je suis ravie de co-animer à nouveau cet épisode aujourd'hui avec Audrey Carlo. Dans cet épisode, nous aborderons une question qui intéresse beaucoup de nos auditeurs, comment établir les valeurs de référence de contrôle de qualité. Et oui, Dana, c'est une question qui nous revient souvent de nos clients. Notre invitée et experte aujourd'hui pour couvrir le sujet est Madame Amara Petitjean. Vous êtes biologiste médicale au sein du pôle hémato-oncologie chez Cerba et vous êtes pharmacienne de formation avec un DES de biologie médicale. L'hémostase est votre thématique de cœur et vous vous intéressez de près à la qualité, ce qui vous a amené à intervenir en tant qu'enseignante d'ailleurs dans le cadre du diplôme universitaire Assurance Qualité en biologie médicale à l'Université de Paris-Descartes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Audrey, bonjour Dana, bonjour à tous. Merci de me recevoir pour cet épisode de Ask Stago. Alors, Madame Petitjean, nous aimons dans ce podcast commencer par les bases. Je suppose que le concept de contrôle de qualité est clair pour nos auditeurs, donc ma question sera la suivante. Étant donné que la plupart des fournisseurs de diagnostics in vitro vendent des CQ avec des plages d'acceptation prédéfinies, pourquoi aurait-on besoin de les établir au laboratoire ? Alors Dana, les fournisseurs donnent une évaluation de la fourchette basée sur la variabilité globale du système afin de couvrir l'ensemble des situations possibles. L'objectif de l'établissement de valeurs de référence dédiées est généralement de les réduire ou resserrer pour mieux correspondre aux conditions locales et des variables telles que les différents opérateurs, le changement de réactif, les maintenances, les effets environnementaux et les calibrations. Il s'agit d'une étape importante afin d'appliquer des outils de contrôle de qualité spécifiques tels que les règles de Westgard qui permettent un suivi longitudinal. Et Madame Amara Petitjean, est-ce que cette procédure de détermination locale des valeurs acceptables pour les contrôles de qualité est obligatoire pour tous les laboratoires ? Alors cela dépend de la réglementation locale. En fait, les règles peuvent changer en fonction de la directive utilisée. ISO est la règle générale dans le monde entier. Il y a aussi le CAP aux États-Unis ou RILIBAC pour les Allemands. En ce qui concerne la France, la loi du 30 mai 2013 de réforme de la biologie médicale rend obligatoire l'accréditation des laboratoires selon la norme ISO 15189, qui préconise l'établissement de ces valeurs de référence. Le COFRAC, seul organisme français autorisé à délivrer ces accréditations, fournit des référentiels et des guides techniques dont le SHGTA 06, qui traite des contrôles de qualité en biologie médicale. Dans certains cas, le fournisseur ne communique pas de valeur de référence, ce qui rend obligatoire cette étape. Et donc, si on se concentre aujourd'hui sur les règles les plus partagées en France pour réaliser cette détermination ? Il serait alors plus pertinent d'utiliser le CLSI, qui est la pratique courante. La première étape consiste à accepter le nouveau lot, généralement avec le processus de période probatoire. Ensuite, selon ces directives, le laboratoire recalcule ses propres plages CQI selon des critères d'acceptabilité. Par exemple, reproductibilité généralement sur 30 valeurs, et compare ses performances au CV fournisseur et ou société savante. Pour l'hémostase, le GFHT a publié en 2014 les normes d'acceptabilité en hémostase pour les principaux paramètres en fonction des différents niveaux. Et en parlant d'accepter le lot, il y a là un lien avec les processus de conversion des lots. Si vous êtes curieux à ce sujet, nous avons un épisode spécifique à ce sujet enregistré pour notre podcast Ask Stago en anglais. Tu as raison Dana, et à nos auditeurs qui ont peut-être manqué les épisodes précédents, tous les liens sont fournis dans la barre de description du podcast, ainsi que les références aux normes et directives qui vont être mentionnées dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour revenir à cette détermination des bornes CQ, quels sont vos conseils généraux pour la procédure ? Eh bien, la règle couramment utilisée est basée sur la directive CLSI. Elle recommande d'utiliser un minimum de 30 valeurs exécutées sur différents jours pour chaque niveau. Et si je manque de flacons de mon précédent lot, qu'est-ce que je fais ? Justement, comme cette règle est importante, certaines alternatives sont possibles. Entre autres, vous pouvez raccourcir la durée totale, mais vous ne pourrez pas inclure plus de 4 valeurs pendant 5 jours. Vous pouvez également utiliser les bornes fournisseurs, vous permettant d'établir vos propres gammes.
en veillant à un bon suivi longitudinal des contrôles de qualité pour d'éventuels reciblages. En fait, l'intention réelle est d'essayer d'inclure les différentes variations possibles d'environnement, comme mentionné précédemment, et idéalement de travailler sur des flacons avec des vieillissements différents pour vérifier la stabilité du contrôle de qualité, le vieillissement des réactifs, le processus de reconstitution, etc. Pour le reste, c'est vraiment classique. Vous calculez votre moyenne et établissez avec l'écart type la nouvelle plage d'acceptation. Moyenne, plus ou moins 3 écarts types, ou SD. Et donc, je suppose que les laboratoires doivent aussi comparer leur nouvelle gamme, leur nouvelle fourchette, aux gammes des fournisseurs. Bien entendu, les nouvelles gammes doivent toujours être intégrées dans les gammes fournisseurs. Un bon conseil est également de comparer cette nouvelle moyenne avec un groupe de pairs grâce au CIQ externalisé. Mais vous avez déjà parlé de ce type de programme, il me semble. Oui, tout à fait, nous l'avons fait avec un épisode spécial pendant la saison 1 sur les programmes de comparaison de sécu interne externalisés avec Milan Nguyen. Un autre point à prendre en compte est de ne pas exclure des points dans la gamme fournisseur. L'idée d'établir votre propre gamme est de prendre en considération la variabilité de votre système et de votre environnement. Une erreur courante consiste à viser des fourchettes étroites. En hémostase, nous savons que nous avons plus de variabilité que d'autres disciplines, en raison de la nature des réactifs. Lors de l'établissement des gammes, toutes les valeurs doivent être prises en compte. Sinon, le risque est de réduire la gamme de jour en jour, en supprimant des valeurs hors de la gamme par exemple, conduisant à une fenêtre très étroite, et ou à des valeurs hors gamme, lorsque vous utilisez ce numéro de lot en production. Quel type d'erreur avez-vous le plus vu et du coup, quels sont vos meilleurs conseils? Alors vous devez faire attention à l'utilisation des mêmes lots pour l'évaluation, au nombre de répétitions effectuées, à des jours différents et au vieillissement des flacons. Essayez de ne pas utiliser les résultats de contrôle de qualité à la même période, jour après jour. Par exemple, pas à la première exécution du contrôle de qualité après la nouvelle reconstitution du flacon. Sinon, le facteur de stabilité du flacon ne serait pas inclus. Audrey, nous avons entendu parler d'une nouvelle technique, l'approche bayésienne. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, je ne vais pas développer longuement ici car le théorème de Bayes en détail risque de perdre notre format audio. C'est assez complexe finalement. Tout d'abord, ce n'est pas nouveau parce que le théorème de Bayes a été démontré en 1760. Mais il reste très actuel car il est largement utilisé dans les outils d'apprentissage automatique ou d'intelligence artificielle. Le principe est de deviner ou d'établir où un nouveau résultat devrait se situer dans la plage d'acceptation, c'est-à-dire la plage d'acceptation de notre matériel de contrôle, en fonction des données initiales, en général le centre de la plage d'acceptation du fournisseur et la précision locale du test en laboratoire. Et donc toute nouvelle première mesure va venir permettre de resserrer et d'adapter cette plage d'acceptation. Habituellement, ces nouvelles plages basées sur ce théorème évoluent et convergent assez rapidement. Mais comme vous l'avez peut-être compris, les statistiques sous-jacentes ne sont pas aussi simples que ça, en tout cas pas aussi simples que le calcul d'une moyenne et d'un écart type, comme on le proposait tout à l'heure. Plutôt clair, Audrey. Merci. Et cela m'amène probablement à mon dernier conseil. Vous devez toujours être en mesure d'argumenter votre approche en cas d'audit, quelle que soit l'option choisie. C'est vrai, et c'est le problème avec certains des meilleurs théorèmes. Ils ont besoin de vrais algorithmes derrière, et nous savons que ce n'est pas si simple. Si c'était le cas, nous le ferions tous, et depuis 1760, je suppose. Il est maintenant temps de clore cet épisode. Merci beaucoup, Madame Amara Petitjean, pour ces précieuses informations. Merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes les sources de la littérature sont répertoriées dans la description du podcast. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Twitter ou vous abonner à notre chaîne de podcast Ask Stago sur votre plateforme préférée. N'hésitez surtout pas à nous envoyer toutes vos questions sur ask@stago.com. Nous serons ravis d'y répondre dans un prochain épisode. À la prochaine! Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Stago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, diagnostic is in our blood.